Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la 10e saison de la boîte à musique. Alors ce soir, on boucle les valises et on part en voyage. En avion, en bateau, en train et même en vaisseau spatial. Alors nous allons traverser tous les continents en compagnie de l'Orchestre d'harmonie de la musique de l'air sous la direction du colonel Claude Kessmaeker et de nombreux chanteurs et musiciens de talent. On pourrait dire une véritable émission découverte à laquelle je vous convie. J'ai aussi la chance d'avoir 3 compagnons de route tout terrain. La comédienne et chanteuse Ariel Dombal. Le gastronome et écrivain Jean-Pierre Coff. Et le globe-trotteur télévisuel Antoine de Maximi. De passage. Et pour commencer, cap sur l'Italie, au milieu des majestueux pins de Rome, tels qu'ils sont évoqués en musique par le compositeur Ottorino Respighi. Du compositeur italien Ottorino Respighi par l'Orchestre d'harmonie de la musique de l'air sous la direction de Claude Kessmaeker. On a senti Rome, les martinets qui tournoient, les pins parasols qui frémissent, et puis tout à coup une cacophonie aussi de la ville. C'est une pièce très intéressante, moi je ne connaissais pas, et ça m'a fait voyager. Oui, et alors, non seulement les oiseaux, dans l'esprit du compositeur, mais ça, bon, il y a toujours une différence entre ce qu'il y a dans l'esprit d'un compositeur et ce que nous recevons. Il y a les enfants qui jouent dans les pins de la Villa Borghese. Respighi n'est pas très connu en France, mais c'est un compositeur italien très célèbre. Moi, je l'ai découvert assez jeune parce que j'aimais bien son prénom, Ottorino. Ça me faisait rire. Ça faisait un peu Tintin, quoi.
Et il a composé ça en 1923. Alors, c'est un orchestre d'harmonie, il faut peut-être préciser ça, parce que c'est une grande tradition en France, dans l'est de la France, dans le nord de la France, que ces orchestres qui ne comprennent pas de cordes. Enfin, en théorie, un orchestre d'harmonie n'est composé que d'instruments avant. Avant, percussion. Il y a dans la tradition, notamment en France, il y a toujours des exceptions à chaque règle. Il y a deux contrebasses à cordes. Oui, il y a 2 contrebasses et une harpe. Et une harpe. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas les violons, les altos, les violoncelles, etc. Voilà. Tout ça est remplacé par des clarinettes, des saxophones, des saxornes. Je pense qu'on va y revenir, mais peut-être maintenant il faudrait parler du thème de notre émission, qui est le thème du voyage. Et justement, Ariel, j'ai pensé à toi, parce que tu viens d'un peu loin. Moi, si j'ai bien compris, tu es née aux États-Unis, tu as eu ton enfance au Mexique, tu es une grande voyageuse. Je suis une grande voyageuse, mais je crois que nous sommes tous de très grands voyageurs. On rêve notre vie, on fait des voyages autour de notre chambre. Je pense que c'est le propre de l'homme, c'est le voyage, c'est se projeter dans d'autres horizons. C'est ça. Si je comprends bien, c'est le propre de l'homme, ça serait de ne jamais être là où il est. Voilà. À peine on le pose quelque part qu'il imagine où est-ce qu'il pourrait être ailleurs. C'est l'idée du voyage qui est intéressante, telle que le développe Ariel. C'est qu'effectivement, on est chez soi dans sa chambre et on peut voyager avec de la musique, avec de la peinture, avec de la nourriture, avec ce qu'on veut. Ou en regardant l'excellente émission d'Antoine de Maximi. Oui, par exemple. Mais tout est prétexte à voyage. Voilà. Mais pourquoi est-ce que l'émission est tellement belle? C'est parce que j'irai dormir chez vous. Voilà, j'irai dormir chez vous. C'est que ces voyages, c'est surtout des rencontres avec d'autres êtres humains. C'est ça qui est passionnant. Et en plus, comme il est très insolent et très très drôle, alors on voyage vraiment. Oui. Et alors moi j'étais content parce que je faisais la liste dans ma loge de tous les pays qu'on allait évoquer par la musique. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Mais je me suis rappelé que tu étais déjà à 90 pays évoqués dans ton émission. Donc ça, je ne te promets... Pas pour l'émission, mais dans ma vie, Ah, dans ta vie. Oui. Alors, est-ce que tu peux raconter quel est le principe original que tu as mis au point pour te filmer dans ton émission? Je dis ça parce que je pense que ça pourrait être une nouveauté pour filmer les chefs d'orchestre. En fait, l'idée, c'est que je voulais absolument partir tout seul pour rencontrer les gens et ne pas être encombré d'une équipe et pouvoir installer un climat de confiance plus facilement. Et donc, il fallait que je me filme seul. Et du coup, l'idée a été relativement simple. C'est de mettre une petite caméra ici, qui est sur mon épaule et qui filme les gens qui sont en face de moi. Et après, ça devient un petit peu plus tordu, c'est que j'ai un harnais avec une tige, et au bout de la tige se trouve une seconde caméra qui me filme moi. Tout ça est enregistré et déclenché en même temps avec une télécommande, et j'ai une troisième caméra en bandoulière qui me permet de faire des plans complémentaires ou de filmer quand je pose ce matériel. Enfin, il faut arriver à gérer plein de choses en même temps. Alors, je suis particulièrement heureux d'avoir en face de moi Jean-Pierre Coff, parce que quand j'ai créé la boîte à musique, les émissions qui m'ont servi de modèle, c'est les émissions culinaires. Parce que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais l'art le plus proche de la musique, c'est la cuisine. L'art musical, l'art culinaire. On est toujours en train de dire, tiens, on rajoute un rythme, on rajoute une flûte, on l'enlève, on va rajouter un peu de contrebasse, non finalement, mais peut-être en pizzicato, etc. On est toujours en train de composer un mélange. Vous venez de l'entendre, dans cette pièce tellement brillamment orchestrée, vous imaginez que le compositeur, quand il la composait, passait son temps à dire non, je rajoute, j'enlève, un tri, une tenue. Et du coup, eh bien, j'ai presque l'impression qu'on est du même bateau, on a souvent des vocabulaires communs. Le piano, c'est la cuisine sur laquelle on fait. Il y a une guitare. Les batteries. La mandoline. Il y a une mandoline, il y a une guitare, bien sûr. Batterie de cuisine. Il y a une batterie de cuisine. Et il y a une autre chose qui me fait très plaisir et qui te rapproche pour moi de la musique, c'est à chaque fois que tu te mets en colère. Elles sont très célèbres, tes colères. Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais elles sont toujours très musicales. Ah mais si, ta voix, tu pars dans l'aigu, tu retombes, mais non, mais c'est de la merde, et après tu redescends, et après tu dis, ouais non mais là, et tu grommelles un petit peu, alors moi j'entends les bassons, tu vois, enfin je trouve que tu as un instrument de musique, presque un orchestre à toi tout seul, quand tu te mets en colère. Rassurez-vous, Ariel, je ne me mettrai pas en colère ce soir. Je ne suis pas là pour ça. Est-ce que je suis bien renseigné, le nom de ton premier restaurant, c'était La Ciboulette? C'était chez Ciboulette. Ah, chez Mais comme Ciboulette. c'était tenu par deux dames qui avaient dû sûrement être serveuses montantes avant d'acquérir leur restaurant. Qu'est-ce que c'est, serveuse montante? Ce sont des putes qui montent égayer la vie solitaire d'un monsieur. En général, c'est comme ça que ça s'appelle. Serveuse montante, c'est mieux que pute quand même. Ou ah oui, non, demi-mondaine ou... Donc, courtisane. Oui, enfin, courtisane dans un bistrot, quand ça se passe dans un arrière-restaurant, c'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de la courtisane. Et donc, j'ai appelé ça La Ciboulette.
Et ça m'a fait évidemment penser à on m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Eh bien justement, voilà. J'ai pensé qu'on pouvait tout de suite te faire un petit hommage, un petit cadeau avec le duo le plus célèbre de l'opérette Ciboulette de Reynaldo Hahn. En plus, on est en plein dans le thème, c'est Nous avons fait un beau voyage. Alors on va voir que le voyage en question dont il raconte chaque épisode est un long voyage. Enfin, c'est un voyage extravagant puisque c'est un voyage de Paris à Aubervilliers. Le grand voyage à l'époque, c'est d'aller à Aubervilliers. Voilà, si on va à la campagne, enfin, ça paraît une chose incroyable d'aller à Aubervilliers. Alors, un très joli duo. Et pour l'interpréter, je vous propose d'accueillir maintenant le baryton Edwin Crossley-Mercer et la soprano Gabrielle Philipponnet. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. Nous arrêtons à tous les pas. Nous arrêtons à tous les pas. Du vent du cidre à chaque village. Du vent du cidre à chaque village. Cueillant dans les clos des lilas. Cueillant dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons enfadiques. Des lapins prolifiques. Des chapons, des garçons. Nous avons rencontré des soies très distinguées. Des poules intriguées et des cœurs de pinsons. Nous avons rencontré Monsieur le maire et le curé. La mercière et son frère, le seveur et sa sœur. Nous avons fait d'un beau voyage. Nous avons fait d'un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en mirage. Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. Tous les ruisseaux sont rajeunis. Tous les ruisseaux sont rajeunis. Les bois ont mis la robe verte. Les bois ont mis la robe verte. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles enfiévrées. Des cigales aspirées. Des ânes couchés tôt. Nous avons rencontré des vaches en robe de bure. Des chèvres en fourrure. Des moutons en manteau. Nous avons rencontré le sacristain et son chien. La baronne et sa bonne. Le bedon et son beau. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. On refuse du monde dans les nids. Une seule rose s'est offerte à 20 papillons réunis. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Les oiseaux se mettent en ménage. Tout le monde voudrait en faire autant. Tout le monde voudrait en faire autant. Merci Edwin, merci Gabriel. On se retrouve tout à l'heure. C'était le fameux duo Nous avons fait un bon voyage de l'opérette de Reynaldo Hahn, opérette intitulée Ciboulette. Ça m'avait fait un immense plaisir parce que j'ai vu Ciboulette à l'Opéra Comique avec Géory Boué. C'est vous dire, c'est pas hier matin. Et c'était à l'époque où ma maman, qui m'emmenait, alors que j'étais petit garçon, tous les samedis quand je sortais de la pension, elle m'emmenait à l'opéra ou à l'Opéra Comique. Et une des premières choses que j'ai vues, c'est Ciboulette avec Géory Boué. Mais en plus, on dit de Ciboulette que c'est un peu la dernière grande opérette parisienne. Alors Reynaldo Hahn, c'était l'ami de Proust, c'était un personnage très original, un voyage à lui tout seul. Il était donc né à Caracas, une mère vénézuélienne, un père allemand et naturalisé français, mais seulement à 38 ans. Et c'était quelqu'un qui était très original puisqu'il était à la fois chanteur et compositeur. Il n'y en a pas tellement, des chanteurs et compositeurs. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que à un moment donné, Ciboulette, pour faire carrière, elle prend le nom de Conchita Cibulero.
Je me suis demandé si tu avais pensé, par exemple, à t'appeler Ariela Dombalero. J'aurais dû, mais à un moment donné, j'ai dû en effet prendre un nom et je me suis appelée Dolores Sugar Rose. C'était à un moment donné où j'ai chanté au Crazy Horse et donc toutes les danseuses du Crazy Horse ont un nom d'emprunt et moi c'était Dolores Sugar Rose. Voilà. Jean-Pierre, tu as été meneur de revue, tu connais un peu. Je n'ai jamais travaillé au Crazy. Il y a peu d'hommes qui travaillent au Crazy Ah Horse. bon On m'a dit que tu étais meneur de revue à Ah oui, l'Alcazar. j'ai mené une revue de l'Alcazar. C'est une revue de Salieri. Et j'ai fait une tentative de chanson, mais très très vite, le playback a été très utile quand même. Est-ce que tout ça, tu le racontes dans ton dernier livre? Oui, bien sûr. Une vie de coff. Oui, je raconte ça. La vie à l'Alcazar, qui a duré quoi? Oui, presque un an, 9 mois. Alors, vous le savez, dans cette émission, ce soir, nous voyageons en musique. Donc, destination lointaine, appel du grand large, exotisme, etc. Tout cela, ça a beaucoup inspiré les compositeurs classiques, mais également les compositeurs de musique de film. Donc, ce que je vous propose maintenant comme thème de notre quiz traditionnel, oui, je sais, ça fait toujours très peur aux invités, eh bien, c'est que l'Harmonie de l'Armée de l'Air va vous jouer 5 thèmes inspirés par le voyage. Et c'est à vous de reconnaître ceux qui ont été composés par des compositeurs classiques ou par des compositeurs de musique de film. Et si en plus vous me donnez le nom, alors là, vous avez le droit à un bonus. Première musique. Alors, Attention Antoine, hein, j'ai vu qu'il essayait de soudoyer le public. Non, c'est juste que tu as des amis dans le public. Oui. Tout à fait le hasard, bien sûr, de la famille, peut-être. Ils sont trop loin, je ne vais pas les entendre. Voilà, oui, donc... alors moi je dirais peut-être que ça ressemblait à du Prokofiev un peu, mais ça peut-être du Nino Rota. Donc, musique de film pour Oui. toi. Parce que la question, c'est musique de Ah film oui, ou oui, musique d'accord. classique. Ah oui, Il me dira, ça- Prokofiev a composé aussi des musiques de film, Oui, bien oui, sûr. oui, Donc, tu dirais musique de film ou musique classique? Aïe, aïe, aïe. Musique classique pour un film de Fernandel, non? Ah ça, alors là, Aussi évidemment... précis. Aussi précis, mais tu dis les deux à la fois. Ouais. Antoine. Moi je dis les deux aussi. Le souffleur n'a pas assez bien Ben soufflé. oui, c'est vrai, j'ai pas bien entendu. Donc, je dirais que ça pourrait être une musique de film. Alors, Bon. la réponse, Oui. ça n'est pas une musique de film, mais c'est une musique classique, donc de Ketel Bess, ça s'appelle Sur un marché persan. Ketel Bess, c'est un compositeur anglais du début du XXe siècle, mais très marqué par l'orientalisme et qui a écrit des pièces assez pittoresques. Celle-là, c'est la plus connue. Et c'était un peu un piège, puisqu'effectivement, c'est une musique classique, mais on pourrait très bien l'utiliser dans une musique de film. Ça évoque les chameaux, les mendiants, les charmeurs de serpents d'un marché oriental. Alors, deuxième musique. Oui.
La réponse, Antoine? Il y a un côté grands espaces, western, je sais pas, c'est... j'imagine qu'il repart avec sa fiancée. C'est le moment où tout se passe bien pour eux et ça va barder bientôt. Moi, je sens ça. Donc, Si, musique les de grands film. espaces. Oui, de Donc, film. musique de Musique film. de film, un de film film. américain romantique, au bord de la mer, genre, vous voyez le film Tant qu'il y aura des hommes. Ah ouais. Ariel? Moi aussi, je pense que c'est musique de film. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas Indiana Jones? Peut-être un petit moment de Jurassic Park. Non, Alors, puis après, non, non. alors, vous avez Ouais. raison, c'est une musique de film, Oui. mais c'est pas Indiana Jones ou Jurassic Park, c'est Danse avec les loups. Ah. Donc c'est de John Barry, qui Ah, a c'est été John Barry. voilà, le premier mari de Jane Birkin, qui a fait presque tous les James Bond. bien sûr, qui a fait Out of Africa, et donc Out of avec Africa. ce voyage solitaire d'un vétéran de la guerre de sécession. Ouais. Et peut-être pour vous aider, il y a, vous savez, ces orchestrations toujours très langoureuses, et peut-être qu'on peut dire que les musiques de films sont un peu plus simples que les musiques classiques. Il y a des points communs, mais vous avez remarqué la même orchestration d'un bout à l'autre. Peut-être quelque chose qui peut vous guider pour maintenant la troisième musique. La fin d'un film. La moi, fin je me d'un rappelle film. d'un plan. Moi, je me rappelle d'un plan Antoine? précis où il y a des chevaux qui courent dans un désert. Et j'ai même eu le temps de les compter tellement il y en avait. Tellement le plan était long, je veux dire. Et moi, je me suis demandé si c'était pas Maurice Jarre. Oui, Et c'est... bravo. Oui. C'est Laurence Darby, non? Bien Oui, sûr, bien voilà. sûr, bravo. Ça me semblait. Eh bien, on a deviné. C'est bien. On est fort. Et alors, en plus, c'est un voyage intéressant parce que Laurence Darby est tellement fascinée par les nomades dans le désert qu'il va jusqu'à adopter leur mode de vie. Donc c'est un autre type encore de voyage, c'est le voyage initiatique. Mais nous passons maintenant à la quatrième musique. Magnifique solo de corps anglais. Et Ouais. il s'agissait de musique classique ou d'une musique de film? Musique classique, c'est pas une musique de film. ça. Musique classique, nous dit Jean-Pierre. C'est ce que je pense. Oui, oui, oui. Ça aurait pu être aussi du Delru. Mais moi aussi, je dirais classique. Mais bon. Classique, Antoine. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait en tout cas être une musique de film. Je dis pas que c'est une musique de film, mais Oui. Alors, ça irait, Oui. ça marcherait. pour vous dire la vérité, j'ai une petite idée derrière la tête. Il y a un deuxième piège. C'est quand même, non, c'est pas un piège, mais c'est quand même de démontrer, parce que forcément, Oui. vous Oui. vous en doutez bien, je suis Oui. quand même plutôt du côté de la musique classique, Oui. c'est quand même de démontrer à quel point presque toutes les musiques de films s'appuient, ou pas imitent, mais Ah oui. oui, mais parfois Bien imitent sûr, carrément. bien sûr. Voilà, s'inspire de musique classique. Mais la musique que vous venez d'entendre, effectivement, c'est une musique classique, elle est de 1880. Après, elle a été contrefaite je ne sais combien de fois. Donc, oui, ça pourrait être une musique de film. Mais c'est dans les steppes de l'Asie centrale. C'est une des œuvres les plus connues du répertoire russe, donc de Borodine. Borodine, d'ailleurs, qui était le fils naturel d'un prince caucasien et d'une mère russe, donc aussi un voyage à lui tout seul. Et c'était une œuvre qui a été commandée pour le 25e anniversaire du règne de l'empereur Alexandre II. Voilà, la gloire du grand empire russe. Et alors, la caravane qui voyage dans le désert. Enfin, un thème très beau, très sensuel.
actuelle. Oui, c'est la route de Samarcande. Exactement. Et maintenant, la dernière musique du quiz, 5e musique. Bon, je vais y aller prudemment parce que ça ressemble terriblement et je pense que c'est ça. Mais je peux me tromper. Mais on dirait bien une musique de film pour commencer. Oui. Et La Guerre des Étoiles. Oui. Oui, Moi, Star j'aurais dit Wars, Star bien Wars. sûr. Bravo. Bon, j'osais pas, mais... Le compositeur s'appelle Williams. Oui, John Williams, la marche impériale de Star Wars. Bravo, Ariel. Oui, parce Bravo. que John Williams, c'est un... Ben, John Williams, c'est justement Jurassic Park, La Guerre des Étoiles. Bien sûr, c'est un des c'est- grands compositeurs de musique de film. Et George Lucas lui avait demandé de s'inspirer de Tchaïkovski, de Mendelssohn, de Wagner et de Gustav Holst. Et alors, toujours ma même idée, c'est que d'une certaine manière, pour moi, tout ça, ça avait été composé 70 ans avant. Gustav Holst est un compositeur anglais très connu, enfin, surtout en Angleterre, moins connu ici. Enfin, il y a quand même une œuvre qui est très connue de lui, c'est Les planètes. Et il a composé ça pendant la Première Guerre mondiale. Chaque planète est symbolisée par une idée particulière, un symbole. Mars, dont s'est inspiré manifestement John Williams, c'est celui qui apporte la guerre. La guerre. Et on retrouve pratiquement, comment dire, le même substrat musical. Ah Je oui, dis pas oui. que ce sont les mêmes thèmes, sauf que toujours un petit raffinement en plus. Là, on est à 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tout le temps comme ça. Et dans ce que vous allez entendre maintenant, un extrait de Mars, donc de Gustav Holst, cette fois-ci musique classique. Il y a un petit déhanchement qui est donné par le 5 temps. Tam, takatatam, tatatam, tan, takatatam, tatata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous l'écoutons par l'orchestre.
nouvelle planète de Gustav Holst, en l'occurrence la première planète, marche par l'Orchestre d'harmonie de la musique de l'air sous la direction de Claude Kessmaeker. Cette œuvre a 100 ans. Je vous trouve très indulgent quand même quand vous dites que c'est à peine inspiré. Je trouve que c'est net quand même, Oui, non très. Non. Oui, oui, mais la temporalité est plus riche là, c'est extraordinaire. Mais on pourrait évidemment penser que c'est la musique Oui. d'un film Oui, d'aujourd'hui, tout à hein, fait. tout à fait. Puisqu'on est dans le grand luxe d'être en direct avec ce merveilleux orchestre de l'air, et je n'ai jamais vu cet instrument-là, 1, 2, 3e rang. Ça, c'est un contrebasson. Ah, il est extraordinaire. Quelques notes de contrebasson. Bravo. Mais puisque Ariel s'intéresse à la composition de cet orchestre, on a compris que c'était un orchestre composé d'instruments à vent, et ce qui remplace en gros les violons, ce sont les clarinettes. Il y a combien de clarinettes en tout? Là, il y a 16 clarinettes. Et puis alors, il y a deux familles bien représentées, ce sont les saxophones. Voilà. Ça, les saxophones, tout le monde connaît. Mais il y a une autre famille, je ne sais pas si vous la connaissez, ce sont les saxhorns. Les saxhorns ont été inventés par le même inventeur que les saxophones, à savoir donc Adolphe Sax. En 1846, je crois, c'est ça? C'est cela. 1846. Est-ce que c'est possible pour les téléspectateurs qu'on voit d'abord les 5 saxophones de l'orchestre? Et voilà, 2 altos devant, 2 ténors et le saxophone baryton. Et là, peut-être, on peut aussi voir les 7 saxhorns. Les bugles là-bas, dans le fond. Les à bugles, gauche. c'est ce qu'il y a de plus aigu. Voilà. Et les saxhorns. Ensuite, les barytons et les saxhorns basses qui sont là devant. Ah oui, incroyable. Beau, beau. C'est magnifique. Et l'équivalent du contrebasson, la grosse contrebasse qui est en si bémol. Voilà. Le tuba. Ah, extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut entendre le gros là-bas? Le tuba. Le gros, pas forcément on parle de nous faire l'instrument, plaisir. hein, on est d'accord. Alors, Ariel Dombal voudrait un peu du gros. Non, mais pardon. C'est le plus gros des instruments. Oh, magnifique. On dirait un éléphant qui a avalé un édredon. Ariel, tu devrais faire une remarque. Il n'y a pas beaucoup de dames dans l'orchestre. Ah si, tout de même, elles sont très élégantes. Ah alors, ça Ouais. compense. Non, oui, c'est ça. Et puis elles sont habillées de manière un peu masculine. C'est un uniforme Et oui, alors militaire. justement, venons-en à la Ouais. fonction de cet orchestre. Donc, nous sommes du côté de l'armée de l'air. Tout à fait. Et l'armée de l'air a une musique, la musique de l'air, qui comprend combien de formations? Alors, la musique de l'air, c'est une entité de 110 musiciens, mais aux côtés de cet orchestre d'harmonie, il y a un brass band et Un big orchestre band. de cuivre, on peut le traduire. Voilà, et un big band. Un big band de jazz. Voilà, un orchestre de jazz. Un orchestre de jazz. Donc il y a 3 orchestres. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a toujours autant de musique du côté des militaires? Est-ce que c'est quoi pour impressionner l'ennemi, comme on dit que les musiques des janissaires dans l'armée turque terrorisaient l'ennemi? Non, non, on a d'autres moyens maintenant dans l'armée de l'air pour impressionner l'ennemi, puis pour venir Ah, à c'est bout. pas la musique! Non, non, c'est hyper important, la musique dans l'armée de l'air. Pour deux raisons principales. Avant tout, eh bien, l'armée de l'air a toute une vie. Et cette vie est jalonnée par des cérémonies protocolaires. La deuxième fonction, c'est un ambassadeur de l'armée de l'air, cet orchestre, au même titre que la célébrissime Patrouille de France, mais au même titre que d'autres ambassadeurs peut-être un petit peu moins connus. Figurez-vous qu'il y a des peintres officiels dans l'armée de l'air. Il y a donc aussi cet orchestre, dont la deuxième partie de l'activité, la deuxième mission, c'est de faire des concerts un petit peu partout sur le territoire pour véhiculer certaines valeurs de notre institution. C'est superbe. Alors, tu es colonel. Oui. Mais quel est le grade de nos musiciens? Alors, tous les musiciens sont sous-officiers, c'est-à-dire qu'ils, quand ils rentrent dans l'armée de l'air, ce sont des musiciens que l'armée de l'air recrute. Donc ce ne sont pas des Ce ne militaires sont au pas- départ. Voilà, ils deviennent militaires après une formation élémentaire dans les écoles de sous-officiers. Et donc, ils deviennent sergents. Ils ont tout un parcours normal du sous-officier dans l'armée de l'air. Ils peuvent terminer adjudant-chef ou major. Voilà. Et dans cet orchestre qu'on appelle un orchestre d'harmonie, donc Oui. harmonie, ça veut dire quoi? Que tout le monde s'aime?
L'harmonie, c'est plus référence à l'harmonie de l'orchestre, c'est-à-dire aux instruments à vent de l'orchestre. Mais c'est un orchestre où les gens s'entendent bien et vivent bien ensemble. Donc c'est un orchestre d'harmonie qui vit en harmonie, on peut dire. Allez, on les applaudit encore une fois, on ne s'en lasse pas. Merci beaucoup. Alors, continuons notre voyage. Et moi, j'avais envie de vous demander, question classique, qu'est-ce que vous emmenez en voyage? Est-ce que vous êtes de ces gens qui prennent la moitié de leur bibliothèque, une garde-robe complète, ou au contraire, le strict minimum, une brosse à dents et encore? Enfin, je ne sais pas, Jean-Pierre. Ça dépend où je vais. Si je vais, par exemple, si je vais à Madagascar et que je sais que je vais être au bord de la plage, j'emmène plutôt des livres pour lire. Mais un si maillot encore de des bain, tout livres, de même. c'est toujours pour lire. Un maillot de bain. Oui, un maillot de bain Pour lire éventuellement, mais enfin, non, je préfère lire à poil que de lire à... Ah bah, décidément, nous serons tout encore. C'est le complément de ton livre. Nous avons ce soir des chapitres secrets. Ariel, tu voyages avec quoi? Au moins une quinzaine de robes, Eh de bien, tenues. oui, moi je dois dire que malheureusement, j'ai envie d'emporter toute ma maison à chaque fois. Et j'emporte beaucoup de livres, beaucoup de musique, mais aussi des vêtements, des chaussures, des maillots de bain. Malcabine, oui, oui, c'est vrai. Comme si je n'allais jamais revenir. Antoine, tu voyages avec ta caméra. Oui, alors moi je voyage pas tellement en dehors de ça parce que je trouve que je voyage suffisamment. Et là, je suis extrêmement méthodique, ça n'a rien à voir. J'ai une liste, une checklist. Ah oui. Je pars avec 7 chemises rouges identiques. Donc, Jamais ce 6 soir, ni 8. Non, ça Ce c'est soir un peu aussi. différent, ça là. Donc en fait, tu es pas voyageur, tu es obsessionnel. C'est un autre Je métier. suis un malade, certains disent. Mais pour parler de la musique, quand on voyage, je m'aperçois que de plus en plus souvent, dans tous les pays, quand on n'est pas à des endroits particuliers, on entend la même musique. Il y a une vraie mondialisation. Tu veux dire de la dans les, musique. dans les aérogares, ça, c'est Non, sûr. non, pas dans les aérogares, dans les bistrots, Dans chez les les gens, où ascenseurs, tu vas. Il y a évidemment un danger de la mondialisation, c'est Oui. de détruire les langues en les remplaçant par cette espèce de jargon plus ou moins américain. Mais je suis sûr qu'avec la séquence suivante, là, vous n'aurez pas l'impression d'entendre de la musique que vous avez déjà entendue. Voici maintenant le moment de l'instrument rare. Cap vers l'Afrique avec notre instrument rare de la semaine qui est la kora. Merci d'accueillir l'un de ses plus fameux représentants, Balaké Sissoko.
C'est magnifique, hein. Bonsoir Balaké. Oui. Bonsoir. Alors, tu vois, tu as séduit le public, nos Moi, je voudrais invités. qu'on voit vos mains. Vous avez des mains somptueuses, vraiment. Oui. Merci. Ah Une non, mais vous avez des mains subtilité. magnifiques, c'est formidable. Et ce qui a été extraordinaire, je dois vous le dire, c'est l'œil de la harpiste. Oui. C'était formidable. On sentait de l'émotion et de la curiosité. Et vous étiez tellement attentif sur votre instrument, à bouger vos mains magnifiques. C'était super, Oui, oui. vraiment. On peut dire que la kora est un peu la harpe africaine. C'est ça, oui. Bon, je précise que Balaké Sissoko est vraiment un des grands virtuoses reconnus de la kora. Et cet instrument se joue toujours comme ça, posé sur un socle, ou est-ce que parfois on le joue en le tenant avec les mains? Non, en fait, quand on s'assoit aussi par terre, donc il y a les sons du bois qui donnent, ils sont graves. Mais si c'est levé, donc le son est un peu léger. Alors cet instrument, la kora, est surtout joué dans l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est le territoire mandingue, donc ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc le territoire Il s'agit- mandingue, c'est ce qu'on appelait l'ancien empire mandingue. Tout à fait. Donc il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Gambie, il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée-Conakry, il y a Burkina jusqu'à Côte d'Ivoire. Donc là, c'est cette zone-là. Alors peut-être qu'on peut entendre lentement, je crois qu'il y a 21 cordes. Oui. Et alors, la caisse de résonance, c'est quoi? C'est une demi-calebasse? Une calebasse coupée en deux? Oui, c'est ça. Il y a des calebasses qui est un peu plus gros pour la sonorité et l'acoustique. Mais pour l'avion, donc on est obligé de faire un tout petit peu plus. Donc ça, c'est une kora spéciale avion. Tout à fait. J'aime beaucoup cette histoire. Et en quoi sont les cordes? Parce qu'on m'a dit qu'au départ, c'était en boyau d'antilope. Tout à fait, oui. Mais celle-là, non. Non, là, c'est le fil de pêche. Oui, donc maintenant, on respecte les antilopes. Voilà. On va plus leur prendre leur boyau. Ouais, c'est pas facile à trouver aussi. Et puis, Quoi, des boyaux d'antilope? ouais, c'est pas facile, donc. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit de la kora que c'est l'instrument du griot? Et qu'est-ce que c'est qu'un griot, déjà? En fait, griot, c'est les noms que les colons qui nous a portés. Sinon, nous, on dit Nyamakala ou Djeli. Voilà. Donc, griot, c'est une casque vraiment qui est beaucoup respectée chez nous, sur le territoire mandingue. Donc, Et les griots sont ceux qui font les récits tous et les la démarches, un peu comme un médiateur. Donc, ils ont toutes les forces et qui puissent nous apporter de la paix. musique. C'est à la fois des musiciens, des conteurs, et Ouais. si je comprends bien, des sortes de médecins de l'âme. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'avais envie de voir comment on ressent les sentiments d'une culture à l'autre. Donc, par exemple, si je te demande de faire quelque chose qui évoque la tristesse, qu'est-ce que tu nous joues? Allez. Donc, c'est un peu. Bravo, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, je trouve ça pas du tout triste. Non. Ça ressemblait presque à un air irlandais de lutte. Et c'était assez céleste, mais ça ne semblait pas triste. Pour toi, ça, c'est triste. Ouais, un tout petit peu, ouais. Un petit peu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le contraire? La joie. La joie, on est. Là, on est tous d'accord. On le ressent mieux. C'est tellement virtuose, et puis c'est céleste, quoi. C'est céleste. Et alors, le sentiment amoureux? Le sentiment amoureux, ok. Tu connais ça? Oui.
Pour moi, ça serait ça, la tristesse. Peut-être que l'amour, c'est la même chose que la tristesse, finalement. L'amour, c'est quand même le sentiment le plus complexe, donc les lectures sont très multiples. Oui, et alors, quand tu joues, en fait, tu improvises à chaque fois. Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont fixées note à note? Ou est-ce que c'est toujours improvisé? C'est de l'improvisation, parce que quand j'ai fait même des concerts avec des musiciens classiques qui l'écrivent, moi, là, j'ai pas de l'écriture, ils me laissent vraiment une place de l'improviser. Donc, c'est pas quelque chose de bien précis. Donc, c'est juste l'improviser, inspirer dans les lieux, avec l'atmosphère. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs concerts ou disques que tu faisais, par exemple avec le violoncelliste Vincent Segal, ou avec Andy Emler, le pianiste de jazz, ou avec Ludovico Einaudi. Et du coup, évidemment, je ne résiste pas. Je te proposerais bien une petite improvisation, tous les deux, si tu en es d'accord. Avec plaisir, oui. Mais comme j'ai pensé que peut-être le son du piano n'allait pas forcément aller avec celui de la cora, enfin, j'ai eu un doute, je te propose un piano, mais beaucoup plus petit, ce qu'on appelle, regarde, un piano-pouce. Mais tu connais ça, puisque ça vient d'Afrique. Oui. Moi, j'appelle ça piano-pouce, mais ça s'appelle comment, Senza? Flingolon Balani. Voilà. Au Mali, nous, on appelle ça J'allais le dire. Ouais. Kolimba. Oui, Kolimba aussi, ouais. Aussi. Dans chaque région, il y a un nom différent. Voilà. Mais alors moi, j'aime bien, c'est mon piano de voyage. On se demandait ce qu'on emportait en voyage. Moi, j'emporte toujours mon petit piano de voyage. Alors, on essaye? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Thomas. Balaké Sissoko. On le retrouve le 9 septembre dans le festival Jazz à la Villette. Et puis son prochain disque en duo avec Vincent Segal. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Balaké Sissoko. À très bientôt. Alors, je vous propose maintenant de revenir à la musique classique avec Bizet. Ou alors Bizet, vous allez me dire, oui, bon, Carmen, etc. Oui, mais Bizet, c'est la fin du 19e siècle, c'est la pleine période de l'orientalisme, et il n'a pas composé que Carmen. Il a composé plusieurs autres opéras qui sont presque toujours dans des pays mystérieux. Par exemple, La jolie fille de Perthes, ça se passe en Écosse. Il y a Djamileh qui se passe en Turquie. Il y a Ivan IV qui se passe en Russie. Et évidemment, Carmen en Espagne. Je vous propose maintenant d'écouter un très bel air qui vient des Pêcheurs de perles. Alors, les Pêcheurs de perles, est-ce que vous savez où ça se passe? Oui, c'est lent. Bravo, Ariel. C'est alors excellent. Non, mais c'est parce que tu bois du thé de Ceylan. Voilà, je bois du thé de Ceylan. Et puis je sais qu'à Ceylan, qui est un très beau pays, il y a des lotus bleus et des corneilles noires. Parce que j'y suis allée. Et c'est ce qui frappe. Nous accueillons maintenant pour nous chanter l'air de Leïla, la soprano Gabrielle Philipponnet.
Gabriel Philipponnet, l'air de Leïla, comme autrefois, extrait des Pêcheurs de perles de Georges Bizet. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Ah, c'est toujours un plaisir d'entendre ta voix. Tu étais déjà venu dans la boîte à musique. Alors, dans beaucoup d'opéras, ça se passe dans un pays lointain. Là, c'est Ceylan. Et je pense que Bizet ne connaissait rien de Ceylan, non? J'imagine. Je pense que toutes ces projections, c'était surtout pour nourrir l'imaginaire. Et même l'image qu'on a de ces pays-là, sûrement était très erronée. Même à l'époque, tout était exagéré. Surtout exotique, finalement. Et très exotique. Mais même l'Espagne, à l'époque, c'était considéré comme l'orientalisme. C'était un ailleurs. Et un ailleurs que ne connaissaient d'ailleurs pas la plupart des compositeurs français, puisque Bizet, Ravel, Debussy, qui ont écrit énormément de pièces hispanisantes, n'ont pratiquement jamais mis les pieds en Espagne. Alors, on va croire que c'est un fait exprès, mais pas du tout. J'ai appris que l'un de nos 3 invités, Ariel Dombal, était un metteur en scène. Et oui, dans cette belle Traviata que nous faisons avec Opéra en plein air. Et qui est en tournée, qui va passer dans tout un tas d'endroits. Bien sûr. Mais c'est ce qui est tellement beau, et c'est pour ça que ça fait pleurer la Traviata, et que c'est parmi les opéras qui enchantent littéralement un public tellement vaste, c'est que le personnage de Violetta commence en effet par être une courtisane, et puis l'amour arrive, la frappe. Et donc, c'est un vertige qu'elle n'avait jamais ressenti. Et l'amour va la conduire vers une forme de sainteté, c'est-à-dire qu'elle va tout vouer à cet amour. Et puis, c'est très beau parce que c'est Alexandre Dumas, parce que c'est la dame aux camélias, et parce qu'elle meurt à la fin, et parce qu'elle se sacrifie, elle sacrifie son amour. Et tout ça dans cette musique de Verdi, avec un livret tellement subtil et tellement attachant. Alors, il fallait une voix très extraordinaire, avec beaucoup de nuances. C'est pour ça que j'ai choisi Gabriel. On applaudit bien fort Gabriel Philipponnet. Merci beaucoup. Merci pour ce magnifique air de Leïla. Je vous propose maintenant d'accueillir 2 musiciens que j'aime vraiment beaucoup, avec qui j'ai souvent l'occasion de jouer, et qui sont d'extraordinaires voyageurs. Il y a le percussionniste Joël Grard, qui est passionné par toutes les cultures de la route de la soie. Et puis, il y a Didier Malherbe, qui est un virtuose du doudouk arménien, mais aussi de toutes les flûtes du monde, et qui est également saxophoniste, puisqu'il a même été l'un des fondateurs du groupe de rock progressif Gong. Donc, je vous propose maintenant d'accueillir chaleureusement Joël Grard et Didier Malherbe. Joël Grard, Didier Malherbe. Bonsoir Joël, bonsoir Didier. Alors le dépaysement est vraiment à son comble, puisque nous avons entendu 2 instruments de 2 pays complètement différents. Ça, c'est un
C'est un toupin et ça vient de Suisse. Et c'est une cloche en acier et pas en chocolat. C'est une cloche de vache. C'est la plus grosse des cloches de vache qui existe. Voilà. Didier, Alors, tu nous jouais avons un instrument de Chine qui s'appelle Oulouzi. Oulouzi. Et cette sonorité avec Il y cette a vibration interne, c'est quelques quoi? petites anches à l'intérieur, c'est le secret. Mais maintenant, on va aller dans un autre pays où ce sont également des anches métalliques. Cet instrument qui s'appelle un ken, l'orgue-à-bouche du Laos, est l'ancêtre de l'accordéon, l'harmonica et d'autres de ces instruments. Incroyable. Bravo. Didier Malherbe au Ken du Laos. De l'accordéon. Alors, on dirait de l'accordéon. Bah oui, c'est le même principe. Sauf que l'accordéon, évidemment, il y a le soufflet. Voilà. Et c'est très proche donc du sheng chinois, mais c'est un des plus vieux instruments. Et alors, ce que j'aime dans tous ces instruments, c'est qu'ils sont aussi beaux à entendre qu'à voir. Et Joël... Oh, quel magnifique instrument. Alors, comment ça s'appelle, ça? Alors ça s'appelle un douf. Un douf? Oui. Et ça vient d'où? Alors celui-là vient du Kerala. Donc là, Il est fait en peau de chameau. peau de chameau. Voilà, et puis il y a tous, c'est très beau parce que toute la lanière, après tout le cuir est travaillé avec des petits grelots, comme quoi les chameaux ils ont des petits grelots et les vaches des toupins. Voilà. Et ça sonne comment? C'est merveilleux. On entend le vent, le désert, les steppes, et puis même le chameau, non? Oh, je vois maintenant que nous passons à une flûte, la flûte bansuri, la flûte indienne, Ah oui, c'est ça. que nous allons mélanger avec quoi, Joël? Avec une poterie, voilà, Une poterie du Niger, Niger. C'est le oudou, c'est ça? le houdou. Voilà. Donc le oudou du Niger avec la flûte bansuri indienne et le piano... c'est un piano de Hambourg, quand même.
Alors Antoine, tu es connu en dehors de tes multiples talents pour être capable aussi de faire un instrument que je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. On pourrait l'appeler la flûte en doigt. Moi, je dis la flûte à 10 doigts, ce qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais quand j'étais à l'école, j'ai appris des choses pendant les cours et puis j'ai appris des choses pendant la récréation. Puis un jour, il y a quelqu'un qui faisait la chouette dans la cour en soufflant dans les mains, comme ça. On peut faire un son, en fait. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais je me suis dit, peut-être qu'on peut arriver à faire plusieurs notes. Et en travaillant un petit peu comme on remplit les bouteilles dans lesquelles on met de l'eau et qu'on les remplit plus ou moins, je me suis dit qu'en variant la taille de la poche, ça pouvait faire différentes notes. Et effectivement, on peut... Alors, ce que je te propose, c'est qu'on improvise tous les 6 ensemble. Alors, c'est bien que je sois pas tout seul. Très bien. Exactement, peut-être il faut d'autres... Vous n'avez pas des instruments? Qu'est-ce que moi, tu j'ai as, amené toi une ocarina tortue du Mexique. Très belle. En hommage à Ariel, magnifique. Si on reste dans les animaux, j'ai une petite grenouille là. Et dont tu vas jouer toi? Non, bah, je sais pas, à qui on pourrait passer moi, je la veux voir grenouille. tout ça de près tout à l'heure. Moi, je vais te les apporter, donc une petite grenouille. Et puis quelques haricots sauteurs du Mexique, par exemple. On se croirait dans Fif Gadget. Mais vous savez, je connais l'arbre qui a ses graines et il s'appelle la Wewetel. C'est un arbre sacré. Tiens, je te les confie. Bon, d'accord. Je suis sûr que tu vas très bien jouer bon, de hein, ces c'est des Awewetel. graines. Et tu vois, Jean-Pierre, grenouille d'Indonésie. Voilà. Jean-Pierre, vous êtes déjà très fort. Voilà. Et tout ça sous la bienveillance du serpent, du tambourin chinois en peau de serpent. Voilà. Merci Ariel, merci Antoine, merci Jean-Pierre, c'était magnifique. Je voudrais quand même que, s'il vous plaît, je voudrais qu'on discute des droits d'auteur, parce que je sens que ça va faire un disque, ça, et à mon avis, on va faire un tabac tous les 5. Alors, un grand merci en tout cas à Joël Grard et à Didier Malherbe. Joël Grard, je rappelle son dernier disque, un disque de voyage, Paris, Istanbul, Shanghai. Et Didier Malherbe, son dernier disque chez Naïve, Nuit d'ombrelle, au doudou qui est à la guitare. Merci beaucoup. Quelle est un peu ta conception du voyage? Parce que j'ai lu quelque part que tu disais qu'au fond, si on voyageait dans d'autres pays, mais en restant dans le même milieu social, on ne voyageait pas vraiment. Moi, je considère que je suis loin quand j'ai mis du temps à arriver à un endroit. Par exemple, je suis allé au Cap-Vert il n'y a pas très longtemps. Il a fallu que je prenne un avion, ensuite que je prenne un bateau. Et ensuite, comme il n'y avait même pas de route avec des pistes, j'ai pris un pick-up. Ça m'a pris plus de 24 heures. Eh bien, quand je suis arrivé dans ce petit village de pêcheurs, qui s'appelait Tarrafal, eh bien là, je considérais que j'étais loin. Et en fait, ça, c'est pour la distance, et également pour le milieu social, les gens que tu rencontres. Aller loin, c'est aussi rencontrer des gens qui sont dans des milieux, des processus de raisonnement, des façons de fonctionner qui soient très différents. Et ce n'est pas forcément une question de distance. Eh bien, vous savez qu'il y a un voyage célèbre dans l'histoire de la musique, qui est à l'origine de l'un des plus grands tubes de la musique classique. Il s'agit du voyage que Dvorak effectue de sa Tchéquie natale jusqu'aux États-Unis, et c'est aux États-Unis qu'il va écrire la célèbre Symphonie du Nouveau Monde. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Symphonie du Nouveau Monde? Parce que Dvorak la compose sur le sol américain. En fait, c'est Mrs. Thurber qui fonde le Conservatoire de New York et qui se dit « Je veux prendre un compositeur
européen, une gloire de la musique européenne pour faire connaître ce conservatoire. Elle pense à Sibelius, le compositeur finlandais, mais il n'a que 27 ans. Elle ne veut pas de compositeur allemand. Et puis, elle a l'idée de Dvorak. Pourquoi Dvorak? Parce que Dvorak est un compositeur tchèque. Et il a mis à l'honneur la musique traditionnelle tchèque. Il s'en est inspiré dans certaines de ses œuvres. Et Mrs. Serber se dit ce que Dvorak a fait avec la musique tchèque, il peut venir le faire aux États-Unis. Donc, Dvorak arrive avec armes, bagages et famille, et il va être pendant plusieurs années le directeur du conservatoire de New York. Et il va pratiquement fonder, en quelque sorte, la grande musique symphonique américaine. Il va prendre connaissance d'une partie du fond musical américain traditionnel. Il ira même plus tard écouter des danses et des chants d'indiens dans des petits spectacles. Et donc, il va petit à petit s'imprégner, s'imbiber de cette culture qui n'est pas la sienne et en quelque sorte l'inclure dans cette symphonie du Nouveau Monde. Puisqu'on a la chance d'avoir un orchestre sous la main, je vous propose simplement de nous remettre en mémoire les principaux thèmes qui sont tous très connus, vous allez voir, de la symphonie du Nouveau Monde. Alors, on commence par le premier thème du premier mouvement. Moi, j'intitulerais volontiers « À la conquête des grands espaces ». Je passe au second mouvement qui a une histoire un peu particulière, c'est que Mrs. Thurber voulait que Dvorak compose un opéra qui sera un peu le grand opéra américain, ce qu'il n'a pas fait. Il lui avait donné un poème très connu du célèbre poète Longfellow qui s'intitule « Le chant de Hiawatha ». Et dedans, il y a une scène très particulière, c'est les funérailles de Minnehaha, la petite indienne. Et il y a une très belle phrase, ils lui creusèrent un tombeau dans la neige au sein de la forêt profonde et ténébreuse. Tellement beau. Et peut-être un applaudissement spécial pour le joueur de cor anglais, Christian. Cor anglais, c'est un hautbois grave. Hein. On dit cor anglais, ça n'a rien à voir avec le corps, c'est juste un hautbois alto, on pourrait dire. Oui. Et on en arrive au thème principal du final, qui est sans doute le plus connu de toute la symphonie et qui d'ailleurs s'inspire de ces fameux chants de plantation, de ces spirituals. On ne s'en rend pas compte parce qu'on l'écoute toujours
par le plein orchestre. Mais si je vous le joue au piano avec un tempo un peu différent, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Merci Le Ariel. regard séduit de Jean-Pierre. Superbe. Vraiment très beau. Voilà, donc, là, on a le côté déjà... Des grosses spirituals. Voilà, des grosses spirituals, le jazz, etc. Mais maintenant, peut-être qu'il faut qu'on l'écoute dans la version orchestrale, donc le thème principal du final de la Symphonie du Nouveau Monde. Je précise aux téléspectateurs que ce que l'on entend là n'est pas la version originale de l'œuvre, parce que la version originale, c'est pour orchestre symphonique, avec les violons, les altos, les violoncelles. Ça, c'est un arrangement pour notre orchestre d'harmonie. Mais avant de quitter notre Symphonie du Nouveau Monde, je voudrais juste vous faire entendre ce que nous appelons les musiciens la coda, c'est-à-dire la toute fin, où il y a superposition, écoutez bien, du thème que nous venons d'entendre, donc le thème principal du final, avec le thème, vous vous souvenez, pa, 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 le thème principal du premier mouvement. On a l'impression que le temps se replie, que la symphonie, finit son trajet avec la superposition du thème du premier mouvement et du final, ce qui donne... Je m'aperçois qu'on a parlé déjà depuis le début de la soirée de beaucoup d'aspects du voyage, mais on n'a pas parlé du moyen de transport. Alors Antoine, puisque maintenant il y a un livre qui est paru aux éditions La Martinière, donc c'est toujours J'irai dormir chez vous, mais ça raconte... C'est le tome 2. Le tome 2, voilà, moi je ne connais pas le tome 1, mais le tome 2, il y a des images absolument magnifiques. Et tu parles des multiples moyens de transport que tu utilises dans tes voyages. Alors il y a le taxi triporteur en Inde, il y a beaucoup de vélos et de scooters à moitié pourris, enfin peu importe. Il y a un quad, il y a une motoneige au Québec. Et quel est ton préféré ? Je crois que c'est le petit scooter, la mobilette. Parce que, en fait, c'est le moyen de transport qui te permet de débarquer chez des gens un peu loin, quand même. Il m'arrivait de faire des 100, 200 km avec un truc comme ça. Et quand tu arrives, t'es dehors. T'arrives pas avec ta carapace. Ce qui fait que si tu rentres dans une cour de ferme, si tu rentres, je sais pas, dans une tribu, au milieu d'une tribu, etc., tu te protèges pas. Et du coup, les gens se méfient beaucoup moins de toi. Au contraire, ils t'accueillent en ami. La trottinette, ce serait encore plus. Bah oui, mais 50 km en trottinette, ça limite après. C'est ça le problème. Tu es pas... C'est le moyen terme, en fait. Tu m'as dit que tu aimais beaucoup la trottinette. Ah non, sûrement pas. Je déteste ça. Le vélo, la trottinette, tout ce qui demande un effort.
Moi, je voudrais une Rolls avec pouvoir mettre une malle-cabine, mes affaires, me promener, avoir une boîte dans laquelle j'aurais un verre de vin blanc. Un pique-nique, bien sûr. Enfin, le confort avec un chauffeur pour pas conduire, surtout. Et ça, c'est le voyage, quand même. Là, on débarque. Alors, effectivement, c'est pas la même réception. On va peut-être pas chez les mêmes Attends, personnes. très sincèrement, non mais très sincèrement, si tu arrives comme ça justement dans un endroit reculé, ça marche pas. avec, si, détrompe-toi, avec une Rolls et un chauffeur, tu vas être tellement décalé, je te garantis que tu vas être très bien accueilli au contraire, parce que c'est différent. De toute façon, on fait comme si on pouvait Non, mais choisir. je plaisante quand je dis ça. Bien Moi, sûr, j'aime bien mais on ne peut pas voyager. toujours Décalé, choisir. c'est ça, Il y a c'est par bien exemple, d'être décalé. en Amérique centrale, il n'y a pratiquement pas de train. Regarde, au Mexique, si, il y a un train au Mexique, Oui, c'est El vrai. Chepe. Tu as déjà Chepe. pris El Chepe? Et j'ai pris le Chepe, et alors c'est un train très fantaisiste, parce qu'il s'arrête n'importe où, etc. Les gens descendent, cueillent des fleurs, font... C'est le seul train de voyageurs du Mexique. Oui. Il C'est va quoi? très C'est le lentement. nord-ouest du Oui, Mexique. c'est ça. C'est un très long parcours, mais alors je vous dis, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Il est d'une fantaisie totale. Mais vous avez des trains qui sont délicieux, c'est des trains suisses, les trains de montagne. Oui, j'ai c'est pris ça. exquis, ça, c'est vraiment Adorable. très rigolo parce que Adorable. c'est le même qu'au Mexique, ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi il y a une gare, on s'est arrêté, on nous donnait un morceau de fromage en Suisse. Et voilà. Un merveilleux fromage gruyère de Gruyère. Au Japon, moi j'ai Ah, pris oui. un train assez exceptionnel. C'était un train qui était très vitré et les banquettes étaient mises face au côté du wagon parce qu'en fait, il longeait la mer. Donc il y avait 2 rangées de banquettes que c'est joli. et on regardait la mer. Alors le seul problème, c'est que moi j'ai Ravissant. pris un tronçon qui ne devait pas être le bon parce que j'ai passé mon temps dans les tunnels. Donc il n'y avait rien dans à les voir. tunnels. Oui, mais je pense que plus loin, ça devait être mieux, mais j'y suis pas allé. Je vous propose maintenant de monter dans une locomotive à vapeur, la plus moderne du début du XXe siècle. Et elle se nommait la Pacifique 231. On dit parfois 231, mais en fait c'était la 231. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 petites roues latérales à l'avant, 3 grandes roues centrales et une roue arrière. Et c'est cette locomotive qui a établi la renommée mondiale de la France dans le domaine des trains à grande vitesse. Enfin, on ne disait pas TGV à l'époque, mais c'était déjà l'ancêtre du TGV. Mais est-ce que c'est à vapeur? Oui, c'était à vapeur. vapeur. Et ça a fasciné un compositeur que j'aime beaucoup, Honegger, qui est, oui. on va dire, franco-suisse, et qui a déclaré « J'ai toujours aimé passionnément les locomotives, comme d'autres aiment les femmes ou les chevaux. Pour moi, ce sont des êtres vivants à part entière. » Alors, il a composé une pièce qui s'appelle donc Pacifique 231, qui est son premier poème symphonique. Et vous allez voir, on entend au début les grincements de ferraille, les fuites de vapeur, la lourdeur du train au démarrage, les bruits de roues à différentes allures. C'est une pièce de 1922. Écoutez, on s'y croirait.
bien. Un extrait de Pacifique 2-3-1 de Reguer, une pièce du début du XXe siècle. Je trouve que c'est de l'exploration, ça. Ouais. J'ai l'impression que ça sort des sentiers battus, c'est de l'exploration. Oui, oui. Ah bah, je suis bien content que ça te plaise parce que moi je voulais vraiment, je vous l'avais dit, une émission découverte avec justement des œuvres moins connues du grand public. Elle est assez dissonante, elle est très forte. Oui. Alors maintenant je voudrais qu'on en vienne au domaine de la mélodie pour chant et piano. Parce que le thème du voyage est extrêmement important. Et puisque nous sommes dans la découverte, est-ce que vous connaissez un compositeur qui s'appelle Vaughan Williams ? Alors, Vaughan Williams, c'est un grand compositeur anglais, un grand ami de Holst. Vous vous souvenez de Mars, tout à l'heure, voilà, qui est très connu dans son pays, qui a travaillé avec Ravel, chef d'orchestre, et qui a même eu le droit à sa mort à des funérailles nationales à Westminster. Et il a fait un cycle de mélodies qui s'appelle Songs of Travel, donc les chants du voyage, avec un vagabond qui parle et de ce trésor extraordinaire qui est la liberté que lui donne la route. Et vous allez voir que dans la main gauche qui accompagne, enfin ma main gauche au piano, eh bien on a vraiment l'impression du rythme de la marche qui soutient le chanteur d'un bout à l'autre. Le chanteur, c'est le baryton Edwin Crossley-Mercer que nous retrouvons maintenant pour chanter cette magnifique mélodie Le Vagabond de Vaughan Williams. The life I love, let the day go by me. Give the jolly heaven above, and the byway nigh me. Red in the bush with stars to see, red-eyed deep in the river. There's the life for a man like me. There's the life forever. Let the blow fall soon or late, let what will be o'er me. Give the face of earth around, and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love, or a friend to know me. What I seek, the heaven above, and the road below me. Oh, let autumn fall on me, where could I linger? Silencing the bird on tree, biting the blue finger, white as meal the frosty field, warm the fireside haven. Not to autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall soon or late, let what will be o'er me. Give the face of earth around, and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above, and the road below me.
Alors là, je dois vous dire que cette mélodie de Vaughan Williams, c'est Edwin qui me l'a apportée. Moi, j'étais dans d'autres idées de compositeurs. Je ne connaissais pas du tout cette magnifique mélodie. Tu m'avais proposé de chanter Voyage, Voyage, mais bon, c'est le titre de notre émission. Mais je me suis dit, bon, défendons quand même la musique classique. Et donc, c'est le vagabond épris de liberté. Toujours en avant, toujours seul, à dormir dans un talus, à dormir derrière une cabane. Tout ce qu'il veut, c'est les étoiles sur sa tête. C'est très romantique. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a dans ce poème quelque chose de plus vital, enfin, parce que dans le voyage romantique, il y a toujours une sorte d'exil intérieur, de malheur. Là, je ne sais pas d'ailleurs, c'est un poème de qui déjà? De Stevenson. Stevenson, oui. Et Stevenson, c'est plutôt... C'est le voyage, Stevenson. Le voyage dans les Cévennes que j'ai fait. C'est vrai? Oui. Avant de venir chanter à la boîte à musique, tu t'es dit, je dois faire le même voyage, Voilà, c'est ça? Stanislavski. Quelle conscience professionnelle. Il ressemble à un personnage des tableaux de Friedrich. Ariel Dombal qui te compare au plus grand tableau du romantisme allemand. Oui. Il y a du côté du romantisme allemand un cycle qui est très connu, qui s'appelle le voyage d'hiver. Et le voyage d'hiver, c'est un des plus grands cycles de l'histoire de la musique classique, puisqu'il y a 24 mélodies. C'est un voyage d'exil, d'errance. Tu ne vas pas bien du tout dans le voyage d'hiver. Il y a toutes sortes d'émotions fluctuantes. Il y a aussi le courage, se redonner du courage devant le désespoir, l'arrivée à la mort, le désir du départ. Trotzen, tout ça, ces mots me viennent en allemand facilement, oui. C'est marrant. Et il y a dans ce thème du Wanderer quelque chose qui est très fort, parce qu'on dit toujours le Wanderer romantique. Le Wanderer, c'est le voyageur. Mais c'est sa vie entière qui est à l'image d'un voyage, et un voyage qui n'a pas d'issue, puisqu'il n'est jamais bien nulle part. Alors, écoutons le Wegweiser, qui est un moment extraordinaire. Enfin, c'est une des plus grandes mélodies du romantisme allemand. Tout semble suspendu. Enfin, je sais que tu aimes beaucoup Schubert. Je suis sûr que tu vas aimer l'émotion intense de cette mélodie. Was vermeid ich denn die Wege, wo die andern Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stiege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stiege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen. Habe ja doch nicht begangen, dass ich Menschen sollte scheuen, dass ich Menschen sollte scheuen, welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüsteneien, treibt mich in die Wüsteneien. Weiser stehen auf den
verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weiser seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Die noch keiner ging zurück. Edwin Crossley-Mercer dans l'extraordinaire mélodie de Schubert der Wagweiser, le poteau indicateur tiré du cycle Le Voyage d'hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwin Crossley-Mercer, que l'on retrouve à l'Opéra du Rhin, Strasbourg en septembre-octobre, dans Pénélope de Forêt et son dernier disque, Carmina Catulli, sur des mélodies du compositeur Michael Linton. Mais je reviens à quelque chose, Jean-Pierre, que tu as dit au tout début de l'émission, c'était qu'au fond, le voyage, il se passait d'abord dans la tête. Le voyage, c'est on peut être seul sur un banc dans son jardin, et un jardin très français, tout à coup, voir de l'exotisme. Ça, c'est l'imagination, ça. Non, l'imagination, c'est-à-dire qu'on a cité beaucoup de moyens de transport parmi vos favoris, mais on n'a pas parlé de l'imagination. Ben, c'est le plus pratique des voyages, quand même. Le moins cher. Et le moins coûteux, oui, ça c'est incontestable. Alors, il y a une pièce, pour moi, qui symbolise ce voyage imaginaire. C'est une pièce de Maurice Ravel, tirée de Ma Merlois, qui s'intitule « Le jardin féerique ». Alors, une musique de l'immatériel, une musique scintillante qui nous ouvre les mondes de la vision intérieure, justement. Et pour moi, encore mieux que l'imagination, le meilleur moyen de transport, bien sûr, c'est la musique. Et en plus, dans cette pièce, il y a une partie de Célestat, que voici. Le Célestat, c'est un petit piano, mais qui, au lieu de frapper sur des cordes comme ce piano, frappe sur des tiges de métal. Ça a été inventé à la fin du 19e. Et j'ai pendant très longtemps dans ma vie été pianiste d'orchestre. Je ne connais pas de joie plus grande que d'être juste un élément du tout, un sentiment un peu cosmique. Et peut-être que ça aussi, c'est un moyen de transport magnifique dont on ne parle pas assez, l'orchestre. Je rejoins mon Célestat. Nous écoutons Le Jardin féerique de Maurice Ravel.
Jardin féerique tiré de Mamerlois de Maurice Ravel. Alors, nous voilà presque au paradis et presque au terme aussi de notre émission, de notre voyage musical. Un dernier mot, Ariel? Moi, j'ai dit grand voyage dans le cosmos et un tendre voyage. Finalement, toutes ces musiques, il y avait une harmonie. C'était très harmonique, ce voyage. Bon, alors l'harmonie, Oui. comme l'orchestre d'harmonie Oui. de la musique de l'air, dirigé par Claude Kessmaker, Oui. qu'on applaudit très chaleureusement. Ariel, ton prochain album sort le 5 octobre. Il est intitulé French Kiss, c'est-à-dire baiser français. Baiser français, mais c'est un album de rockabilly. Étrangement, c'est vraiment justement la musique juste avant Elvis Presley, le début du rock et la fin du blueberry. Et voilà, ça c'est French Kiss, ça sort en octobre. Et puis, il y a... Maintenant, voilà, je suis Voilà, plongée tu es metteur en depuis, scène. Voilà, plusieurs mois dans cette grande mise en scène pour les opéras en plein air. C'est-à-dire que c'est des opéras sous les étoiles, dans les plus beaux lieux de France. Donc, la cité de Carcassonne, le château d'Arouet, voilà, le parc de Sceaux, Vincennes. la cour d'honneur des Invalides. Et la cour d'honneur des Invalides en septembre. Et nous retrouverons donc la soprano que nous avons écoutée tout à Voilà. l'heure, Gabrielle Philipponnet, dans le rôle de la Traviata. Voilà, Violetta. nous sommes 200. Hein. Nous sommes 200. C'est un grand orchestre, des chœurs, des solistes, des danseurs. C'est vraiment l'opéra dans toute sa magnificence. Antoine. Là, moi, je suis très content. Ah, oui, je suis ça très me fait content parce plaisir. que quand on a préparé l'émission, on m'a appelé, on m'a dit quel est le disque, le dernier disque de musique classique que tu as acheté, etc. Puis en fait, j'y réfléchis, je pense que j'en ai jamais acheté. Et là, de passer toute cette soirée en écoutant des choses très variées, etc., ça m'a vraiment donné envie d'en écouter beaucoup plus souvent et donc d'en acheter. Et donc je pense que je vais étoffer un petit peu ma discothèque, qui n'est pas petite, mais qui ne comprend pas de musique classique. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sinon, évidemment, tu peux venir écouter chez moi tous les disques que tu veux, mais là, ton émission prendrait un nouveau titre. Ça ne serait plus « J'irai dormir chez vous », mais « J'irai écouter de la musique chez vous ». Je rappelle qu'on te retrouve évidemment sur France 5 pour ton émission, que la plupart des téléspectateurs connaissent bien, mais également, il y a la version en livre, en images, tes meilleurs souvenirs de voyage avec de magnifiques images. Et ça, c'est le tome 2 de J'irai dormir chez vous, tout à fait, aux éditions La Martinière. Jean-Pierre, un dernier mot. Eh bien, moi, j'étais très content parce que il n'y a rien de plus pénible qu'un voyage en solitaire. Je ne sais pas si vous aimez voyager seul, pas moi. Et je trouve qu'on était tous très, très bien ensemble avec ce bel orchestre, les solistes, certains surprenants quand même, des instruments étonnants. Enfin, et c'était merveilleux de partager tout ça. Car le partage, ça fait partie du voyage, si vous voulez bien l'admettre. Donc c'est Partage Voyage. Merci beaucoup Jean-Pierre Coff. Ton dernier livre, on y a déjà fait allusion, qui paraît chez Stock, Une vie de Coff. Et maintenant, il y a la tradition du générique de la boîte à musique. Souvent, c'est sur le plateau, c'est improvisé. Là, le générique va être confié évidemment à notre bel orchestre d'harmonie de la musique de l'air. Et puisqu'on est dans une émission découverte, j'ai pensé à une pièce qui n'est pas très connue, Escale, du compositeur français Jacques Ibert. Enfin, je dis pas très connue. Tout de même, elle a servi de générique à Prélude à la nuit, qui était une des grandes émissions de musique classique, je crois, sur France 3 pendant 10 ans. C'était une émission de Charles Imbert. C'est peut-être l'œuvre la plus connue de Jacques Ibert, qui était d'ailleurs lui-même officier de marine. Et dans cette pièce Escale, il a imaginé 3 mouvements qui ne décrivent pas des villes, mais un voyage entre 2 villes. Donc, il avait fait une croisière, et la première étape de sa croisière s'est déroulée entre Rome et Palerme. Alors, de la musique capiteuse, luxuriante. Et j'ajoute que la boucle sera ainsi bouclée. Vous vous souvenez tout à l'heure, Les Pins de Rome. Nous avons commencé l'émission par une pièce qui évoquait l'Italie et qui datait de 1923. Nous terminons l'émission par une pièce qui se déroule aussi dans la mer au large de l'Italie et qui est également de 1923, Escale de Jacques Ibert, par l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air sous la direction de Claude Kessmaker.